Alors je vais vous parler méthodique. Sans parler méthodique, c'est même pas la peine qu'on soit là. Hein. Je veux dire, ça c'est vraiment la base, les racines de la méthode. Et on ne peut pas y échapper. Le parler méthodique, ce qui me semble très important, c'est avant de parler, toujours respirer. Si je prends le temps de respirer en parlant lentement, je peux me permettre ensuite de lier toutes les syllabes entre elles, dans les mots, mais aussi entre les mots. Ça, le gros avantage de la liaison, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt. Donc il n'y a pas de risque de blocage ou de répétition. Disons qu'il y a beaucoup moins de risques. Donc la liaison, le rythme, qui est très important, c'est ce qu'on retrouve dans le chant. Vous savez très bien que dans le chant, personne ne bégaye. Et lorsque je peux parler sur le même rythme comme cela, je ne bégaye pas, mais je peux aussi parler comme cela, sur le même rythme, sans chantonner. Je crois qu'on va déjà lancer un peu sa voix. Vous reprenez de l'air gentiment. Zoua, zoué, zoui, zoué, zouo, zouo. On ne naît pas bègue, on le devient. Le bégaiement n'est pas une maladie neurologique. Il repose sur des facteurs émotionnels et psychiques. Dans la majeure partie des cas, il apparaît au moment de l'acquisition du langage. Puis, au fil des années, il s'enquiste. À l'âge adulte, il est toujours très difficile et très long de s'en débarrasser, tellement la personnalité de chaque bègue s'est construite autour de son bégaiement. Allô, allô, oui. Bonjour, monsieur. Exactement. Ici, c'est monsieur Messara de la société Systems. C'est à propos d'une délégation de signature. Elle nous a dit qu'elle nous enverrait un imprimé. Est-ce que je comprends pas ce chèque-là? Moi, je voulais envoyer à Bagnolet et je crois. C'est impressionnant avec la lettre P. C'est la société PEC pour dire P. Bonjour les dégâts. On n'a pas encore eu la facture des loyers de Pavix. Anne, les loyers, c'est pas fait par les teams, les factures. Pardon ? Les factures des loyers ne sont pas faites. Pourtant, Johanna me l'a dit l'autre jour. Non, justement, je lui ai dit, mais ce qu'elle a fait, c'est uniquement la facture des charges. Ah, bah si, je sais. Peut-être qu'elle a besoin du classeur. Le classeur, voilà, d'accord. Merci. Je te laisse ça, Philippe. Oui. Je te laisse tous ces petits papiers. Oui. Avant, j'avais honte de mon bégaiement parce que j'avais cru que le bégaiement était incurable. Je n'ai pas trop, entre guillemets. Je me sentais impuissant, je n'avais aucune arme. Et c'est vrai que je me sentais diminué, un peu comme un demi-être. Eh bien, avec ceci, Vous êtes fait à la main? eh ben, un accident. Je suis tombé. C'est dingue, hein? À notre âge. Bon, je prendrai. Est-ce que c'est bon les bruits Non, les pêche brugnons? jaune, pêche blanche. Est-ce qu'elles sont sucrées? C'est sucré, c'est mûr, les deux, l'une comme l'autre. J'allais lui dire 4 pêches. Et comme j'avais du mal à dire le mot 4 et qu'elle m'avait devancé en proposant 2 pêches de brugnard, ça m'a arrangé, je lui ai dit ok. Alors que je voulais en fait 4 pêches. Ça, c'est un évitement. Ça ira, On ressent une certaine frustration, on n'est pas maître de soi, on ne dit pas exactement ce que l'on a envie de dire. C'est comme si on est un peu dirigé. Je n'irais pas dire qu'on ressemble à une marionnette, mais ça me fait penser en tout cas un peu à ça.
Et en plus, quand on fait beaucoup d'évitement, ça finit par créer une sorte de paralysie, une fermeture sur soi-même. C'est très gentil, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Bégayer, être bègue plutôt, c'est bien plus que bégayer, c'est organiser sa vie en fonction de cette difficulté. C'est-à-dire c'est comme une sorte d'écran que vous avez en permanence entre vous et le monde extérieur. C'est-à-dire que tout acte, toute action, toute parole passe par cet écran obligatoire qui est déformant, bien évidemment. Qu'est-ce que vous prenez, vous? Un menu. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Juste un petit renseignement. À propos du filet de poisson, il est frais ou c'est du surgelé? Oui, c'est des poissons frais, oui. Frais? Oui, bien sûr. Ben, moi, je prends le menu à 125. Oui, jamais. D'accord. Moi, je prends en entrée un poulet tandoori. Il est adorable. Il paraît qu'il est adorable. Un sec kebab. Pourquoi on bégaye plus sur une entrée? Vous n'avez pas du mal quand on doit se Moi, présenter? c'est sur certaines syllabes, sur certains mots, certains mots depuis 30 ans, je bloque toujours dessus. Un certain chiffre, je bloquerai toute ma vie dessus sans doute. Et quand je dois arriver dans un texte, il faut lire en public, c'est affreux. C'est la panique. Dire son nom, Et on bloque bien dans les salles de classe. Moi, je fais des rêves, je fais encore des rêves d'école où je suis en situation derrière mon bureau, le professeur devant va m'interroger, je me tais, des fois je connais les réponses, je préfère me taire. C'est un truc qui m'obsède. Hein, Ça, c'est fréquent. Et moi, le pire, c'était une fois comme ça, mes parents, donc ils étaient partis et ils m'avaient laissé seul à la maison et donc ils m'avaient pas prévenu qu'ils allaient téléphoner. Pardon. S'il vous plaît. Et alors, il t'a appelé? Ouais. Et moi, par contre, alors bien sûr, avec la peur folle du téléphone, je répondais pas. alors ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Bon appétit. Pareil, moi, je me souviens comme ça à peu près à cet âge-là, je sors, on me dit achète une baguette. Je fais quand je reviens, je achète rien. Il me dit Raphaël la baguette. Je dis j'ai oublié. Mais c'était vous. Pas oublié. Non, j'avais pas oublié, j'ai fait exprès. Mais c'est normal ça. Oui, les parents, on n'a pas peur. Non, mais entrer Enfin, bon, ça dépend. dans une boulangerie, demander une baguette. C'était pour moi une montagne. Ouais, c'est une aventure, quoi. Oui, oui. Ou les astuces pour contourner le bégaiement, il y en a plein. Et les becs, je pense, sont les meilleurs pour sont la catégorie des personnes les plus averties pour changer les mots en vitesse. L'astuce, c'est d'écrire sur un petit bout de papier et puis de le tendre à la personne. De dire « je veux ça ». Ça peut arriver aussi de dire, une astuce, c'est de dire je voudrais un machin là, comment vous dites, Bonjour monsieur, je voudrais 4 timbres à 3 francs. Mais les jours où j'avais envie de faire autre chose, quoi, je disais avec un accent anglais, donc je voudrais un timbre poste, comme ça. Bon, là ça passe mieux parce ça excuse la mauvaise prononciation en français, quoi. La cigale est là. Ouais. Il jette son argent par là. Fenêtre. Et si vous me regardiez? C'est dur. Ouais. Souviens-toi du vase de... Porcelaine. Très bien. Alors maintenant, on va changer de chapitre, si vous voulez bien. Pierre, nous avons remponné nos voitures. Vous avez votre pare-choc abîmé, mais moi, je veux absolument pas faire de constat, parce que je veux pas perdre mon bonus. Vous êtes d'accord? Tant pis, on fait pas de constat. Ah non, non, bah non. Ah, Ah non, mais là, on est d'accord. Ah oui. Ouais, bah non, non, mais vous, si, on remplit
constat. Hein. Ah non, écoutez, moi je non, veux non, pas. non, vous faites ce que vous voulez, mais moi vous je avez veux... vu, il n'y a rien du tout. Moi je vous donne. Il n'y a rien. Je vous règle. L'arrière est complètement enfoncé. Ah, mais non, écoutez, là, vous Il y a le exagérez. phare. Alors là, Mais c'est non, mais vraiment les hommes et leur voiture. Hein. Non, mais regardez, Franchement. le phare. Oui, bon, ben d'accord. Vous faites faire un devis, je vous non, mais paye les réparations. il y a le phare et toute l'aile. Oui, eh ben, vous faites faire un devis, et puis moi, je vous règle ça, mais je ne veux pas faire de constat parce que sinon je perds mon bonus et ça me coûtera beaucoup plus cher. Attendez, ce que je vais faire à ce moment-là, on ira ensemble chez le garagiste, Oui. et on ira chez mon garagiste, Oui, chez le concessionnaire, oui. Moi, je suis Et d'accord, je suis d'accord. ça- Comment et vous ça acceptez qu'il n'y ait pas coûtera- de constat? et ça coûtera le prix que ça coûtera. On rejoue, mais en toute sécurité, ce qui va se passer dans la vie réelle, à savoir des discussions, à savoir avoir à s'opposer à quelqu'un qui n'est pas de votre avis, à savoir prendre position avec quelqu'un et contre quelqu'un d'autre. Et c'est ça, l'enjeu de ce groupe, c'est que les gens puissent dire, au fond, dans ce groupe-là, je me suis comportée comme j'avais envie d'être. Julien, tiens, tu les donnes. Vas-y, hop. Tiens, tu peux les ramasser. L'autre aussi, s'il te plaît. Voilà, super. Voilà. Bon, ben, on a une grosse récolte, hein. Je pensais que je trouverais peut-être un jour une méthode miracle, comme ça, du jour au lendemain, que ça irait, que je pourrais... En fait, je rêvais d'une situation où je pourrais un jour intervenir devant une assemblée de personnes, de 2000 personnes, et puis que je pourrais faire un amphi. Et ça m'arrivait de faire, par exemple, des émissions de radio. Chez moi, dans ma chambre, je prenais un micro, et puis j'imitais comme ça une émission de radio. Alors, ce que l'on dit maintenant, avec les connaissances que l'on a du bégaiement, c'est qu'il faut prendre les enfants plutôt avant 5 ans, pour qu'on ait toutes les chances de guérison. Ça, c'est clair que moi, j'ai débuté à l'âge de 8-10 ans. Donc déjà, c'est beaucoup trop tard. On peut dire que la guérison est irréversible seulement quand l'enfant a franchi les 6 ans, 7 ans. Voilà. Alors si, bon, il a commencé un bégaiement à 2 ans et demi, c'est assez fréquent, et puis il a bégayé là jusqu'à 4 ans. Et puis tiens, à 4 ans, on institue un traitement adéquat, ça disparaît dans les 6 mois, voilà, il a 4 ans et demi. Hein. Et puis bon, si à 6 ans, ça n'est pas réapparu, on peut dire que ça ne réapparaîtra pas. Voilà. Juste ça, en te regardant bien dès le début. Regarde-toi. Quel? Est-ce que tu crois que tu as mis vraiment le haie d'avance? Non. Non. Comment c'est un haie sur ta bouche? Un peu plus fermé peut-être. Puis après tu me dis juste le premier mot. Quel? Puis après tu redis la même chose, tu vas plus loin. Quelle était jolie. Essaye encore une fois. Qu'elle était jolie. Ah, tu vois, tu as éprouvé le besoin de faire un grand machin. Ça veut dire que c'est comme si tu n'y croyais pas que ce soit possible de dire ça. Tu vois? Quelle était... Regarde, je te le montre 3 ou 4 fois, regarde bien. Quelle était jolie. Regarde bien encore sur moi. Quelle était jolie. Quand un enfant commence à bégayer, eh bien, il a une chance sur 4 de rester bègue si on fait rien. Mais les 3 autres ne seront pas bègues. Voilà, leur bégaiement va disparaître complètement, sans laisser de traces. Le problème, c'est qu'on ne peut pas du tout savoir qui va rester bègue et qui ne va pas rester bègue. Il y en a 3. Faute de connaître précisément l'origine du bégaiement, il est primordial de recenser les multiples facteurs qui favorisent et déclenchent l'apparition du symptôme. Je vais te donner les morceaux et tu vas essayer de le faire avec beaucoup de bleu clair. Tu veux bien? Tu fais vraiment comme si je te parlais pas, hein? Regarde-moi. Coucou Marielle. Est-ce que tes oreilles marchent bien? Est-ce que tu m'entends bien? Ah oui. Et t'as pas envie de me parler? Non, c'est ça. Ça, c'est très net. À la maison, c'est ça. À la maison, elle fait ça aussi? Ah oui. Ouais. À quel moment alors? Et aussi, alors je lui parle par exemple, et puis quand elle n'aura pas envie de me répondre, elle va utiliser des mots. Parce qu'elle n'a pas envie de vous parler de ce dont vous parlez. Voilà.
dans le comportement, c'est en particulier quelque chose qui moi, me frappe quotidiennement, c'est cette difficulté à être dans la communication. Alors la communication, c'est aussi le regard. Donc c'est le fait d'accepter de regarder l'autre, le fait d'accepter aussi éventuellement de voir ce qu'il pense de ce qu'on est en train de dire. Hein. Ce sont des traits de caractère qu'on retrouve déjà chez les enfants. Alors aujourd'hui vous êtes venu et moi j'ai besoin de savoir un petit peu comment ça va depuis un mois. Comment tu te sens toi depuis un mois? T'as tes petits yeux qui clignotent encore un peu? Ouais. Tu t'en rends compte quand ça clignote ou tu t'en rends pas compte? Je m'en rends compte. Tu t'en rends compte? Et est-ce que quand tu dois parler avec des amis que tu connais pas trop, est-ce que tu hésites un petit peu à parler ou est-ce que tu parles quand même? Je parle quand même. Tu parles quand même, c'est bien alors. Hein? Et est-ce que quand tu parles avec des grandes personnes que tu connais pas trop, ça t'embête un petit peu? Non? Ah bah dis donc, c'est que ça va drôlement bien alors. Vous avez l'impression que la maîtresse a noté cette évolution au point de vue du comportement, au point de vue justement le fait qu'elle soit plus détendue, plus à l'aise? Oui, elle vous en a parlé? Oui. D'ailleurs, son bégaiement, c'était plus à la maison qu'à l'école. Hein. Parfois c'est plus à la maison qu'à l'école aussi parce que parfois les enfants s'expriment peu à l'école. Oui aussi, oui. Hein, ils ne font que répondre à des questions par oui, par non. Et c'est à la maison qu'ils parlent, qu'ils s'expriment, qu'ils racontent des choses. Sûr. Ils parlent de ce qui les concerne. Donc c'est vrai que parfois à l'école, moi on me dit ça, souvent ils ne bégayent pas à l'école, mais la question c'est est-ce qu'ils parlent à l'école? Parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, donc ils ne bégayent pas à l'école. Voilà. S'il y a bégaiement, c'est que c'est un signal que l'enfant envoie pour dire qu'il y a quelque chose pour lui qui n'est pas facile et puis qu'il faut l'aider à comprendre. Parfois, on arrive à trouver un petit peu ce qu'il dit quand le bégaiement apparaît de façon réactionnelle après un deuil. Par exemple, c'est quelque chose de fréquent. On ne parle pas de la mort aux enfants. Donc l'enfant, dans son inquiétude, il a réussi à l'exprimer comme ça. Bon, parfois, c'est aussi dans des circonstances un petit peu différentes, tel un déménagement, la naissance d'un frère ou d'une sœur, avec toute l'inquiétude que l'enfant peut avoir, de s'imaginer quelle va être sa place à ce moment-là dans la fratrie. Est-ce que tu veux de l'aide maintenant? Non, Charlène, elle veut jamais d'aide. Souvent, je te propose, hein, mais tu veux pas. Tu veux te débrouiller toute seule. À mon avis, bon, si on se projette un petit peu dans le temps, ce qui va être important à surveiller maintenant, c'est son entrée en CP. Oui. Que la maîtresse sache aussi ne pas renforcer son côté un peu perfectionniste et anxieux de réussir, quoi. Tellement soucieuse de bien y arriver qu'elle soit pas non plus, qu'elle ne mette pas la barre trop haut et qu'elle soit pas trop exigeante. Voilà. Donc c'est vrai que ça va être important d'être vigilant pour cette rentrée en CP. Et puis après, je crois que ça y est, on est... D'accord. Les parents viennent un petit peu dans l'idée de aider notre enfant à contrôler sa parole, à maîtriser sa parole. Et l'idée fondamentale, c'est leur dire que justement, il faut absolument qu'ils ouvrent, enfin, là en disant ça, ils sont complètement dans le faux, que justement, il ne faut pas contrôler sa parole et maîtriser sa parole. Il n'est pas question de dire à l'enfant, écoute, hier tu parlais très bien, alors fais un petit effort, s'il te plaît. Si vous faites ça, vous l'orientez vers le bégaiement. Ou se moquer de lui. Ou lui demander ou faire appel à sa volonté, c'est tout à fait nocif. Pour dire que le bégaiement vient de la volonté qu'on a de ne plus bégayer. Alors, Henriette, elle fait voler les feuilles! Elle fait voler les feuilles! Elle fait voler les feuilles. Elle va au bureau de la maîtresse et elle fait voler toutes les feuilles. Pendant ce temps-là, alors là, les copains et les copines, ils rient beaucoup. Henriette, elle veut s'inscrire la fille à son école. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit sur la plage? Un guignol. J'avais une tendance à faire celle qui ne voyait pas que Clélia bégayait, hein, à faire comme si je comprenais, à la reprendre un petit peu, mais enfin, vraiment à la laisser dans son bain, si je puis dire. Hein. Et Claude, lui, alors non, au contraire, il la reprenait. Il lui disait, mais non, c'est pas ça, allez, tu as dit ça, mais il faut que tu dises ça. Et le docteur Lehuche nous a dit que c'était, alors là, à proscrire complètement. L'indifférence, parce qu'elle se rendait bien compte qu'elle parlait pas bien, puisqu'elle n'arrivait pas à s'exprimer, et elle devait penser que moi, je ne le remarquais pas, donc j'étais pas attentive à sa souffrance.
Et Claude, le reproche, ça l'enfermait encore plus. Donc à partir de ce moment-là, quand elle ne pouvait pas parler, on lui proposait les mots ou les fins de phrases qu'elle n'arrivait pas à dire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de savoir s'il accroche sur un mot, quel mot il va dire. Non, enfin, sur une idée, mais des fois, c'est... En général, quand ils bégayent, c'est sur le premier mot, quoi. Donc, ou la première syllabe, donc on ne sait pas du tout où ils vont en venir. Alors, et... comment faire à ce moment-là? Ça vous pose un problème, là? Oui, des fois, ça pose... Alors oui, la façon de résoudre le problème, c'est de lui dire que vous ne savez pas ce qu'il veut dire. Parce qu'au départ, comme tout le monde a dit, bah oui, il faudrait que l'enfant fasse des efforts pour arriver à faire des phrases, vous voyez, puis bon, on a compris que non, c'est pas du tout comme ça qu'on sort du bégaiement. J'allais dire, quand on fait comme ça, on fixe le bégaiement. Le problème, c'est priorité à la qualité de la communication, sur la qualité de la parole. Enfin, c'est difficile à vivre, c'est dur pour lui, mais pour nous, quand... Vous savez, c'est vrai que c'était difficile à vivre. C'est difficile, des deux côtés. Petit salopard, ton bégaiement, mais il nous emmerde avec son bégaiement là, hein? Voilà, ça te fait souffrir. Bon, d'accord, mettons, mais les autres aussi, ils souffrent. Voilà, moins que toi, c'est vrai, hein, mais enfin... On se plaint toujours, on se plaint tout le temps. Moi, j'ai pas de femme et pas d'enfant. Un jour j'ai quitté ma maman pour prendre un petit appartement du côté de chez Macha Machine que je trouvais plutôt marrant dans le 16e arrondissement. Dans le 16e arrondissement. Imaginons une personne qui depuis 30 ans prend la même route. Depuis 30 ans, elle sait que chaque virage, c'est ça, c'est ça. Enfin, elle sait tout. Même si on construisait une autre route plus rapide, moins dangereuse, elle ne la prendra pas. Il faudra qu'on lui prouve qu'elle est plus courte. Ce qui voudrait dire que le bégaiement, c'est beaucoup plus qu'une difficulté d'élocution. S'il y a cette difficulté, elle est elle-même le témoin ou l'expression de quelque chose de beaucoup plus profond. Moi, je pense que ça touche à des liens qui sont attachés à l'inconscient. Je dis, si on a une réflexion simplement sur des liens, je pense que si on a une réflexion simplement sur des liens qui sont rationnels, on se loupe, parce que c'est un ancrage ailleurs. Peut-être que dans notre mentalité de bègue, on a l'expérience d'être soi-même quand on bégaye. Et on s'imagine qu'on ne peut pas vivre sans ce bégaiement. Je pense à une stagiaire qui nous racontait, alors là c'était par séance d'hypnose, qu'on lui avait, je pense, suggéré en sommeil hypnotique de ne plus bégayer. Elle nous racontait, quand je me suis retrouvé dehors sans mon bégaiement, je me suis retrouvé toute nue, il me manquait quelque chose. Mais si j'ai eu besoin du bégaiement pour survivre peut-être à tel problème, ben, c'est aisé à comprendre que je ne vais pas le quitter comme cela. Mais c'est ce que je disais au départ. Le fait d'être en groupe et d'être coupé du milieu familial habituel nous paraît nécessaire. Il s'agit de quitter vraiment une ancienne manière de parler pour en mettre en place une nouvelle. Et s'il n'y a pas cette coupure par le groupe, le stage résidentiel, qui s'approfondit aussi à travers la période de silence. Hein, le silence, c'est vrai, on ne fait pas que des exercices, ça paraît paradoxal que pour apprendre à parler, on commence par se taire. C'est aussi un temps qu'on se donne pour que ce silence ne soit plus seulement le silence imposé par le bégaiement, mais le silence de l'intérieur qui me remet en communication différemment avec l'autre. Ça veut dire que dès maintenant, nous vous demandons, nous vous proposons de ne plus dire un seul mot jusqu'à la reprise de parole. Ce que je peux ajouter, c'est que cet état dans lequel vous allez vivre là pendant quelques heures,
vous renvoie peut-être à l'état d'enfant, de tout petit enfant, qui n'avait pas encore les mots pour appeler. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de boutons. Le lendemain, on pouvait l'admirer filant comme le vent sur son râteau à voile. Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à déjeuner. Le menu était copieux. On peut prendre n'importe quel mot et puis s'en servir d'une façon tout à fait inhabituelle. Il y a une espèce de recherche, d'ailleurs de tâtonnement, mais qui fait partie du jeu. Et rien que dans ce tâtonnement auquel moi je participe, il y a, je pense, parce que moi je le ressens aussi, un sentiment de plaisir. Tu as vu donc comment ça fonctionne un petit peu. Donc toi, je vais te demander de chercher un mot tordu aussi sur ce principe-là, hein, comme le troupeau de boutons. Là, tu as deux exemples qui ont été réalisés par des enfants hier. Donc, une toile d'araignée, à la place d'une toile d'araignée, bien sûr. Et là, donc une boîte à lettres, à la place d'une boîte à lettres. Un seul pleureur, un seul pleureur. Ah oui, alors attends, un seul, d'accord. Un seul pleureur et un seau pleureur. Un seul pleureur. Pas mal. Ce que j'aimerais bien que tu me dises, c'est l'histoire de ce sot pleureur. Ce qui le rend éventuellement sot à sauter, et ce qui le rend pleureur. Alors tu inventes. Hein. Alors, c'est l'histoire du sot pleureur. Va pas trop vite. Non, du seul pleureur. Le sot, point. Le sot était si triste. Alors les autres sols pleureurs lui offrirent une boîte de mouchoirs. Est-ce qu'il a trouvé un moyen pour vivre plus facilement? Parce que les mouchoirs, c'était... J'en sais rien. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il a trouvé quelque chose pour se rendre la vie plus facile? Disons que il était gentil, il était aimable, et puis c'était un arbre, comme les autres, mais sauf qu'il avait une petite anomalie, et puis il se sentait différent. Yes. Et ça le rendait triste et c'était difficile. Plutôt. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose, cette petite anomalie? Bien sûr. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi. Dès le moment où elle était simplement dans la réflexion et dans la recherche de ce qui allait lui venir à l'esprit sans contrainte et de façon tout à fait libre, il n'y avait pratiquement plus de bégaiement. Il avait complètement disparu. Parce qu'elle était ailleurs, elle n'était pas dans une autosurveillance. Quand j'ai une chose à dire, j'en oublie au moins une énorme part au passage. Et pourquoi ça?
parce qu'il y a tellement de mots qui me font buter, enfin pas buter, mais accrocher, eh bien je les laisse de côté pour prendre les mots qui glissent et puis peut-être des mots qui butent un petit peu, et puis... Mais je pense que j'en oublie une grosse part quand même. J'en oublie une grosse part. Parce que ce oubli, il est moche. La personne qui bégaye, c'est quelqu'un qui, parce qu'elle fait trop attention à sa façon de parler, perd contact avec la personne avec qui elle parle, hein, et perd contact aussi avec ce dont elle veut parler. Parce qu'elle est complètement focalisée par comment je parle. Quand on ne connaît pas et qu'on m'entend et donc on se pose des questions, et ben je pense que là il se moque, mais c'est pas très méchant quoi. Oh c'est méchant, je l'ai raté. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont courir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Bon alors, arrêtons-nous là, une toute petite minute sur le plan technique. Là, dans cette lecture-là, je vous ai senti obligée d'avancer. J'avais envie de vous dire, mais Pierre, vous connaissez, vous savez comment il faut faire. Vous savez comment vous vous donner plus de fluence. Qu'est-ce qui vous pousse à avancer absolument? Dans la discussion, je me donne le droit de m'arrêter, de souffler, de rire et ainsi de suite. Mais dans la lecture, je ne me laisse pas le droit. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi. Si, il y a un problème, c'est que j'ai l'impression que quand je lis, il faut que j'arrive jusqu'au bout du texte et puis c'est tout, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque part quelque chose de réactivé par rapport à vos expériences scolaires? Moi, je pense que c'est pas... Oui, non, je pense qu'il y a effectivement de l'ordre de l'examen, du machin, avec le professeur, et puis il faut réciter, voilà, il faut lire jusqu'au bout, puis il faut lire aussi bien que l'autre copain, que l'autre copine, et puis c'est tout, quoi, voilà. Est-ce que vous, quand vous avez quelqu'un qui bégaye en face de vous, vous avez l'impression que vous allez vous adresser à lui exactement comme quelqu'un de normal? Oui, ça. Même si je trouve ça surprenant, même si ça me fait un peu sourire dans l'idée, parce que c'est quand même quelque chose, même ça m'arrive de sourire de moi-même quand je me regarde, j'ai envie de rigoler à des moments presque. Oui, ce qui vous êtes vraiment bien désensibilisé, hein. Ça fait envie, non, mais c'est bon, mais non, moi, il y a 10 ans avant, c'était pas la même situation. Mais là maintenant, je me dis, bon bah en fait, c'est quand même, il y a une partie de moi qui rit de moi, enfin qui rit de moi, qui a un peu de recul, quoi, je pense. Mais c'est bien parce que même moi, je n'en suis pas encore là, je crois. Très souvent, les bègues veulent effectivement, enfin, je suis passé par là hein, aussi, puis ça m'arrive encore de temps en temps, on veut cacher un peu ça, on veut essayer de le dissimuler. Eh ben, on ne peut pas le dissimuler, puisque de toute façon, c'est là et que ça s'entend. Donc, autant le dire, et puis, en général, à ce moment-là, quand on a dit qu'on est bègue, eh ben, en général, ça va mieux, et après, on parle d'une manière beaucoup plus fluide. On peut dire plus on essaie d'enfouir le bégaiement et plus il fait des dégâts à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. C'est-à-dire que, personnellement, moi, je condamnerais tous les trucs à ne pas bégayer, entre guillemets, voilà, qui me permettent de passer une parole, bien que son mécanisme soit complètement erroné. Peut-être qu'il vaut mieux bégayer tranquillement et puis dire ce qu'on a à dire. Et c'est à ça qu'il faut aboutir. Je ne crois pas qu'on puisse lâcher, je veux dire, quelqu'un tant qu'on n'a pas véritablement cette impression. Que tant pis, ça va me faire bégayer, mais il faut que je le dise parce que c'est ce que je pense.
viens de reprendre la parole. Je suis très heureux d'être ici. Vous êtes tous très sympathiques. Au suivant. Demain matin dans le champ de la Jeanne, les faits au point tout se réglera. Ah ah ah, tout est dit. Moi je me plains jamais, jamais je me plains, jamais je me plains. Je suis pas bègue, mais pourtant je perds quand même de mes facultés si je suis devant je sais pas combien de... Que tu sois bègue ou pas, tu sois bègue ou pas, tu perds tes... Parfois nous sommes si inhibés, si paralysés que nous ne pouvons pas passer tout. Mais nous non plus. Nous non plus, on n'arrive pas à tout On n'est pas si différents des autres non plus. Mais non, je suis pas bourré. À la sortie de mon stage, il me semble que j'ai continué de parler comme je le faisais pendant le stage. Et puis petit à petit, j'ai eu moins besoin d'y être attentif, puisque c'est devenu ma manière de parler. Et je disais donc oui que c'est, pour moi, il me semble que c'est grâce au parler méthodique que j'ai pu retrouver une certaine spontanéité. Pouvoir intervenir dans une conversation, glisser un mot qui fait rire ou je sais pas quoi, au bon moment, parce que je savais que je pouvais le faire. Je dirais pendant 12 mois, 15 mois, j'ai parlé normalement. Puis après, j'ai eu une petite peur, bon, c'est un exemple, je conduisais le car et puis il y avait de la neige et j'ai eu peur et tout, et j'ai téléphoné à mon employeur et j'ai eu peur, j'ai pas fouillé et puis voilà, c'est reparti. Ah, ça t'a déstabilisé. Ça m'a déstabilisé, exactement. Et je pense que c'est là qu'il faut utiliser le parler méthodique, se renforcer, se dire j'ai des ressources, j'ai une solution pour chaque problème. C'est ainsi que je conçois le parler méthodique. Exactement, ouais. Et ça te permet, s'il en était besoin, de te rendre compte que tu vaux autant que l'autre à qui tu parles. Ouais. Et ça, c'est très important. J'ai donné mes conditions, vous ne pouvez pas avoir et une remise et une super reprise de votre voiture. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment être naïf pour acheter au prix catalogue aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? On ne vous a pas parlé de prix catalogue, on vous a parlé que on vous a mis 600 francs sur une série clim. Non, quand je dis une remise, ces remises, c'est par rapport au prix catalogue. On vous la vendra 69 000 francs avec la reprise de votre voiture, peinture métal, et on remontera votre radio avec le haut-parleur. Aujourd'hui, j'ose. Par exemple, aujourd'hui, quand on me raccroche au fil, parce que j'ai bégayé, on croit avoir affaire à un plaisantin, je recompose le numéro et je redemande ce que je veux demander, ce que je ne faisais pas avant. Guérir du bégaiement, ce n'est pas seulement ne plus bégayer. Cela passe par le fait d'accepter de changer, de s'affirmer. La personne bègue peut s'estimer guérie lorsqu'elle sort de son isolement, qu'elle peut vivre une relation d'échange et qu'elle accède enfin au plaisir de la parole. Je vais vous présenter Guillaume, dont je vous ai souvent parlé. Guillaume, je voudrais vous présenter... Je voudrais vous présenter donc Pierre et Daniel. Voilà Guillaume. Enchanté. Ils sont des anciens, des nouveaux. Des participants actuels, enfin terminés pratiquement, de groupe de cette année. Presque fini. Un an d'épreuve.
De dur labeur. De dur labeur. Un an ou 2 ans? 2 ans, ça fait 2 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Dur labeur, non, en fait, c'est quand même un travail enrichissant. Ça marche, bah, le but du jeu c'est d'en sortir. Donc, au bout de 2 ans, c'est bon. Est-ce que vous avez eu un travail de groupe à faire, vous, Guillaume? Oui. Ah oui. Oui. Vous avez pu remarquer les comportements des uns et des autres, ça vous avait rendu assez Humble. 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 Et d'un autre côté, ça rassure parce que on voit ceux qui parlent mieux et on voit ceux qui parlent plus mal. On dit bon, ça va, je suis dans la moyenne. Et au fur et à mesure que ça évolue, bah, on voit qu'on arrive à progresser. Finalement, bah, on progresse moins vite que d'autres, on en rattrape d'autres, on prend du retard par rapport à certains. Bah, jusqu'au jour où on fait la petite réunion, qui commence à faire beau. Là, bon, on se dit, ça y est. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les conseillers, je me présente dans l'intérêt de Madame Martin qui a été victime d'un très grave accident de la route en 1996, le 27 novembre. C'était en fin d'après-midi, Madame Martin circulait sur sa file de circulation normalement et venant en face d'elle, Monsieur Robin, qui doublait un camion sans aucune visibilité, a donc percuté la voiture de ma cliente. Avant, je mettais un mot pour un autre systématiquement, je me taisais alors que j'avais envie de parler. Au contraire, j'essayais de me mettre en avant et de faire passer, le message. Maintenant, je n'ai plus ces contraintes. Maintenant, je peux dire ce que je veux, quand je le veux, à qui je veux, de la manière dont je le veux. C'est donc la grande différence, je peux enfin être moi-même. Il n'existe pas de thérapie miracle. Un stage intensif de quelques jours n'élimine pas le symptôme. Et oui, hélas, oui, ça fragment Voilà. Le parler méthodique reste parfois difficile à intégrer. Là, il y a eu un progrès énorme. Il y a encore 2 ans, c'était hyper dur. Là, je peux aller gagner des phrases, quoi. J'accroche, quoi, encore. C'est sûr que si j'utilisais correctement le parler méthodique, ça passerait bien. Mais après, ça devient très difficile parce que ça, c'est un autre problème. C'est plus un problème mécanique. Là, c'est plus un intime. Un morceau de tibia. Après le stage, le travail est encore long. Et même si le symptôme vient à disparaître, il se peut que l'on demeure encore un peu bègue dans sa tête. Je pense et je resterai bègue. C'est une évidence. J'ai toujours ça qui est soit à mon esprit, soit un petit peu en arrière, mais c'est toujours de manière confuse, présente. Je sais que ça peut revenir. C'est une fragilité, elle est là, les gens savent qu'ils peuvent devenir plus vulnérables encore à certaines périodes de leur vie, de deuil, de rupture, de chômage, de je ne sais pas, et que c'est leur façon à eux. Moi, j'explique ça aux parents souvent. Je leur dis, vous savez, bon, voilà, il s'est arrêté de bégayer, elle s'est arrêtée de bégayer, tant mieux, c'est très bien, mais la partie n'est pas gagnée. Dites-vous que c'est un clignotant rouge. C'est leur clignotant rouge. Je pense qu'il y a encore une espèce de protection qui joue. C'est-à-dire que, bon, bah, les autres, c'est vrai que de temps en temps, ça peut jouer chez les autres en disant, ah bon, il est bègue, bon, on va pas trop lui demander, on va pas être trop méchant, bon. Donc, en attendant, disons qu'en fait, l'objectif est que je bégaye de moins en moins, et donc que ma personnalité soit plus affirmée encore, hein, et que je me positionne de plus en plus ouvertement par rapport aux autres, par rapport aux événements, par rapport à ma vie, quoi. Et c'est sûr que le bégaiement joue encore un petit rôle de transition, quoi. Ça m'aide encore à passer les caps difficiles que j'ai à franchir. Alors vous allez vous choisir votre bégaiement personnifié par quelqu'un et puis ensuite eh ben, vous essayerez de le pousser du plus que vous pouvez. On y va.
J'ai goûté à l'aventure des mots qui volent, Mettez-vous d'accord déjà. insoutenable plaisir du jeune torrent, frottant sa peau au rocher crépitant, valse sa chair d'étincelles en farandole, translucide. Il est mort. N'a-t-il pas fallu qu'un fagot incandescent ne visite par hasard un de ses embruns, laissant le mot à la fantaisie d'Arlequin? Joli mariage de deux trans de deux parents lucides. Mais quand le diable l'emporte au creux d'un souffle, condamne le ruisseau à mort par oubli, ou l'alourdir en le gavant de cailloutis, la mauvaise affaire qui s'accroche à ton cou. Alors souffle, souffle au diable le dieu des cailloux, souffle, souffle au diable le dieu des cailloux, souffle, souffle au diable le dieu des cailloux, souffle, souffle au diable le dieu des cailloux. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sciences 3. La semaine prochaine, vous retrouvez le magazine médical Comment ça va? Bonsoir. Mais je ne peux rien faire pour la pendule. Il ne faut absolument pas faire une analyse si on n'en a pas vraiment envie. Il faut prendre conscience d'abord, c'est ça, que les problèmes qu'on a viennent de vous-même. Et à ce moment-là, c'est comme ça que ça marchera. Il ne faut jamais y aller de force parce qu'on vous persuade. Monsieur Plomb? Il faut prendre son temps, d'une part, et ne pas être obnubilé par l'analyse. Il y a des cas assez nombreux de gens qui peuvent régler un certain nombre de problèmes en allant parler à quelqu'un qui est effectivement analyste. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire une analyse qui va durer 20 ans. Oui. Est-ce que ça n'est pas un plus pour des personnes qui sont déjà suffisamment fortes pour identifier qu'elles ne se portent pas bien? Écoutez, à en juger par l'échantillon des gens qui viennent consulter des analystes à l'heure actuelle, ce ne sont pas des gens qui ont une personnalité forte, ce sont des gens qui ont du mal à s'en sortir. Monsieur Green? Non, je ne pense pas du tout qu'il y ait surconsommation et je voudrais bien différencier les choses. La psychanalyse proprement dite est une thérapeutique spécifique qui s'adresse à un petit nombre de gens. Il y a des indications d'analyse et donc ça concerne une toute petite partie des gens qui ont besoin de soins psy. Mais à côté de ça, des psychanalystes peuvent venir en aide à des gens dans des domaines qui constituent une extension considérable du champ de la psychanalyse. On en a vu des exemples. Et je continue pour ma part à penser que, par exemple, un psychiatre analysé fait du meilleur travail qu'un psychiatre non analysé, et que là, donc, je voudrais dire encore une chose, c'est parce que c'est vraiment, vous me demandez de dire les choses importantes, je crois qu'on n'a pas... forcément toutes, hein, parce que... Non, mais je comprends très bien, je comprends très bien. On n'a pas assez réfléchi sur ce que c'est que la verbalisation. Le fait de verbaliser les choses, de les faire... Être bègue, plutôt, c'est bien plus que bégayer, c'est organiser sa vie en fonction de ses difficultés. C'est-à-dire, c'est comme une sorte d'écran que vous avez en permanence entre vous et le monde extérieur. C'est-à-dire que tout acte, toute action, toute parole passe par cet écran obligatoire qui est déformant, bien évidemment. Qu'est-ce que vous prenez, vous? Un menu. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Juste un petit renseignement. À propos du filet de poisson, il est frais ou c'est du surgelé? Oui, c'est des poissons frais, oui. Frais? Oui, bien sûr. Ben moi, je prends le menu à 125. Oui, j'avais au commode. D'accord. Moi, je prends en entrée un poulet tandoori. Il est adorable. Il paraît qu'il est adorable. Très très bon. Un sec kebab. On bégaye plus sur une entrée. Vous n'avez pas du mal quand on doit se présenter? C'est sûr que
certaines syllabes, sur certains mots. Les mots, il y a certains mots depuis 30 ans, je bloque toujours dessus. Un certain chiffre, je bloquerai toute ma vie dessus sans doute. Et quand je les vois arriver dans un texte, il faut lire en public, c'est affreux. C'est la panique. Dire son nom, et on bloque bien dans les salles de classe. Moi, je fais des rêves, je fais encore des rêves d'école où je suis en situation derrière mon bureau, le professeur devant, on va m'interroger, je me tais, des fois je connais les réponses, je préfère me taire. C'est un truc qui m'obsède. Hein. Ça, c'est fréquent. Et moi, le pire, c'était une fois comme ça, mes parents, donc ils étaient partis et ils m'avaient laissé seul à la maison et donc ils m'avaient pas prévenu qu'ils allaient téléphoner. Pardon. S'il vous plaît. Et alors, il t'a appelé? Ouais. Et moi, par contre, alors bien sûr, avec la peur folle du téléphone, je répondais pas. alors il comprenait pas. Il comprenait pas. Bon appétit. Pareil, moi, je me souviens comme ça à peu près à cet âge-là, je sors, on me dit achète une baguette. Je fais je reviens, je achète rien. Il me dit Raphaël la baguette. Je dis j'ai oublié. Mais c'était vous, j'avais pas oublié. Non, j'avais pas oublié, j'ai fait exprès. Mais c'est normal ça. Oui, les parents, on n'a pas peur. Non, mais enfin bon, ça dépend. On dit boulangerie, demande une baguette. C'était pour moi une montagne. C'est une aventure, quoi. Oui, oui. Ou les astuces pour contourner le bégaiement, il y en a plein. Et les becs, je pense, sont les meilleurs pour sont la catégorie des personnes les plus averties pour changer les mots en vitesse. L'astuce, c'est d'écrire sur un petit bout de papier et puis de le tendre à la personne. De dire « je veux ça ». Ça peut arriver aussi de dire, une astuce, c'est de dire je voudrais un machin là, comment vous dites, Bonjour monsieur, je voudrais 4 timbres à 3 francs. Mais les jours où j'avais envie de faire autre chose, quoi, je disais avec un accent anglais, donc je voudrais un timbre-poste. Comme ça. Bon, là, ça passe mieux parce qu'on ça excuse la mauvaise prononciation en français, quoi. La cigale est là. Fourmi. Ouais. Il jette son argent par là. Fenêtre. Et si vous me regardiez? C'est dur. Ouais. Souviens-toi du vase de... Porcelaine. Très bien. Alors maintenant, on va changer de chapitre, si vous voulez bien. Pierre, nous avons remponné nos voitures. Vous avez votre pare-choc abîmé, mais moi, je veux absolument pas faire de constat, parce que je veux pas perdre mon bonus. Vous êtes d'accord? Tant pis, on fait pas de constat. Ah non, non, bah non. Ah, si. Ah non, mais là, on est d'accord. Ah oui. Ouais, bah non, non, mais vous, si, on remplit un constat. Hein. Ah non, écoutez, moi, je non, veux non, pas. Non, vous faites ce que vous voulez, mais moi, vous je veux... Vous avez vu, il n'y a rien du tout. Moi, je vous donne. Il n'y a rien. L'arrière, l'arrière est complètement enfoncé. Oh, mais non, écoutez, là, vous exagérez. Alors là, c'est vraiment les hommes et leur voiture. Hein. Non, mais regardez, franchement. Le phare. Oui, bon, ben d'accord. Vous faites faire un devis, je vous paye les réparations. Il y a le phare et toute l'aile. Oui, eh ben, vous faites faire un devis, et puis moi, je vous règle ça, mais je ne veux pas faire de constat parce que sinon je perds mon bonus et ça me coûtera beaucoup plus cher. Attendez, ce que je vais faire à ce moment-là, on ira ensemble chez le garagiste, oui. Et on ira chez mon garagiste, oui. Chez le concessionnaire. Oui, monsieur d'accord, vous acceptez qu'il n'y ait pas de constat. Et ça coûtera le prix que ça coûtera. On rejoue, mais en toute sécurité, ce qui va se passer dans la vie réelle, à savoir des discussions, à savoir avoir à s'opposer à quelqu'un qui n'est pas de votre avis, à savoir prendre position avec quelqu'un et contre quelqu'un d'autre. Et c'est ça, l'enjeu de ce groupe, c'est que les gens puissent dire, au fond, dans ce groupe-là, je me suis comportée comme j'avais envie d'être. Julien, tiens, tu les donnes. Vas-y, hop. Tiens, tu peux les ramasser. L'autre aussi, s'il te plaît. Voilà, super. Voilà. Bon, ben, on a une grosse récolte, hein.
Je pensais que je trouverais peut-être un jour une méthode miracle, comme ça, du jour au lendemain, tac, que ça irait, que je pourrais... En fait, je rêvais d'une situation où je pourrais un jour intervenir devant une assemblée de personnes, de 2000 personnes, et puis que je pourrais faire un amphi. Et ça m'arrivait de faire, par exemple, des émissions de radio. Chez moi, dans ma chambre, je prenais un micro, et puis j'imitais comme ça une émission de radio. Alors, ce que l'on dit maintenant, avec les connaissances que l'on a du bégaiement, c'est qu'il faut prendre les enfants plus tôt, avant 5 ans, pour qu'on ait toutes les chances de guérison, quoi. Ça, c'est clair que moi, j'ai débuté à l'âge de 8-10 ans. Donc déjà, c'était beaucoup trop tard. On peut dire que la guérison est irréversible seulement quand l'enfant a franchi les 6 ans, 7 ans. Voilà. Alors si, bon, il a commencé un bégaiement à 2 ans et demi, c'est assez fréquent, et puis il a bégayé là, jusqu'à 4 ans. Et puis tiens, à 4 ans, on institue un traitement adéquat, ça disparaît dans les 6 mois, voilà, il a 4 ans et demi. Hein. Et puis bon, si à 6 ans, ça n'est pas réapparu, on peut dire ça ne réapparaîtra pas. Voilà. Juste ça, en te regardant bien dès le début. Regarde-toi. Quel? Est-ce que tu crois que tu as mis vraiment le « et » d'avance? Non. Non. Comment c'est un « et » sur ta bouche? Un peu plus fermé peut-être. Puis après tu me dis juste le premier mot. Quel. Puis après tu lui redis la même chose, tu vas plus loin. Quelle était jolie. Essaye encore une fois. Qu'elle était jolie. Ah, tu vois, tu as éprouvé le besoin de faire un grand machin. Ça veut dire que c'est comme si tu n'y croyais pas que ça soit possible de dire ça. Tu vois? Qu'elle était... Regarde, je te le montre 3 ou 4 fois, regarde bien. Qu'elle était jolie. Regarde bien encore sur moi. Qu'elle était jolie. Quand un enfant commence à bégayer, eh bien, il a une chance sur 4 de rester bègue si on fait rien. Mais les 3 autres ne seront pas bègues. Voilà, leur bégaiement va disparaître complètement, sans laisser de traces. Le problème, c'est qu'on ne peut pas du tout savoir qui va rester bègue et qui ne va pas rester bègue. Il y en a 3. Faute de connaître précisément l'origine du bégaiement, il est primordial de recenser les multiples facteurs qui favorisent et déclenchent l'apparition du symptôme. Je vais te donner les morceaux et tu vas essayer de le faire avec beaucoup de bleu clair. Tu veux bien? Tu fais vraiment comme si je te parlais pas, hein? Regarde-moi. Coucou Marielle. Est-ce que tes oreilles marchent bien? Est-ce que tu m'entends bien? Ah oui. Et t'as pas envie de me parler? Non, c'est ça. Ça, c'est très net. À la maison, c'est ça. À la maison, elle fait ça aussi? Ah oui. Ouais. À quel moment alors? Et aussi, alors je lui parle par exemple, et puis quand elle n'aura pas envie de me répondre, elle va utiliser des mots. Parce qu'elle n'a pas envie de vous parler de ce dont vous parlez. Voilà. Dans le comportement, c'est en particulier quelque chose qui moi, me frappe quotidiennement, c'est cette difficulté à être dans la communication. Alors la communication, c'est aussi le regard. Donc c'est le fait d'accepter de regarder l'autre, le fait d'accepter aussi éventuellement de voir ce qu'il pense de ce qu'on est en train de dire. Hein. Ce sont des traits de caractère qu'on retrouve déjà chez les enfants. Alors aujourd'hui vous êtes venu et moi j'ai besoin de savoir un petit peu comment ça va depuis un mois. Comment tu te sens toi depuis un mois? T'as tes petits yeux qui clignotent encore un peu? Ouais. Tu t'en rends compte quand ça clignote ou tu t'en rends pas compte? Je m'en rends compte. Tu t'en rends compte? Et est-ce que quand tu dois parler avec des amis que tu connais pas trop, est-ce que tu hésites un petit peu à parler ou est-ce que tu parles quand même? Je parle quand même. Tu parles quand même, c'est bien alors, hein? Et est-ce que quand tu parles avec des grandes personnes que tu connais pas trop, ça t'embête un petit peu? Non? Ah bah dis donc, c'est que ça va drôlement bien alors. Vous avez l'impression que la maîtresse a noté cette évolution au point de vue du comportement, au point de vue justement le fait qu'elle soit plus détendue, plus à l'aise? Oui, elle vous en a parlé? Oui. D'ailleurs, son bégaiement, c'était plus à la maison qu'à l'école. Hein. Parfois c'est plus à la maison qu'à l'école aussi parce que parfois les enfants s'expriment peu à l'école.
Oui, aussi, oui. Hein, ils ne font que répondre à des questions par oui, par non. Et c'est à la maison qu'ils parlent, qu'ils s'expriment, qu'ils racontent des choses. Sûr. Oui. Ils parlent de ce qui les concerne. Donc c'est vrai que parfois à l'école, moi on me dit ça, souvent ils ne bégayent pas à l'école, mais la question c'est est-ce qu'ils parlent à l'école? Parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, donc ils ne bégayent pas à l'école. Voilà. S'il y a bégaiement, c'est que c'est un signal que l'enfant envoie pour dire qu'il y a quelque chose pour lui qui n'est pas facile et puis qu'il faut l'aider à comprendre. Parfois, on arrive à trouver un petit peu ce qu'il dit quand le bégaiement apparaît de façon réactionnelle après un deuil. Par exemple, c'est quelque chose de fréquent. On ne parle pas de la mort aux enfants. Donc l'enfant, dans son inquiétude, il a réussi à l'exprimer comme ça. Bon, parfois, c'est aussi dans des circonstances un petit peu différentes, tel un déménagement, la naissance d'un frère ou d'une sœur, avec toute l'inquiétude que l'enfant peut avoir, de s'imaginer quelle va être sa place à ce moment-là dans la fratrie. Est-ce que tu veux de l'aide maintenant? Non, Charlène, elle veut jamais d'aide. Souvent, je te propose, hein, mais tu veux pas. Tu veux te débrouiller toute seule. À mon avis, si on se projette un petit peu dans le temps, ce qui va être important à surveiller maintenant, c'est son entrée en CP. Oui. Que la maîtresse sache aussi ne pas renforcer son côté un peu perfectionniste et anxieux de réussir, quoi. Hein, tellement soucieuse de bien y arriver qu'elle soit pas non plus, qu'elle mette pas la barre trop haut et qu'elle soit pas trop exigeante. Voilà. Donc c'est vrai que ça va être important d'être vigilant pour cette rentrée en CP. Et puis après, je crois que ça y est, on est... D'accord. Les parents viennent un petit peu dans l'idée de aider notre enfant à contrôler sa parole, à maîtriser sa parole. Et l'idée fondamentale, c'est leur dire que justement, il faut absolument qu'ils ouvrent, là en disant ça, ils sont complètement dans le faux, que justement, il ne faut pas contrôler sa parole et maîtriser sa parole. Il n'est pas question de dire à l'enfant, écoute, hier tu parlais très bien, alors fais un petit effort, s'il te plaît. Si vous faites ça, vous l'orientez vers le bégaiement. Ou se moquer de lui. Ou lui demander ou faire appel à sa volonté, c'est tout à fait nocif. Il faut dire que le bégaiement vient de la volonté qu'on a de ne plus bégayer. Alors, Henriette, elle fait voler les feuilles. Elle fait voler les feuilles. Elle fait voler les feuilles. Elle va au bureau de la maîtresse et elle fait voler toutes les feuilles. Pendant ce temps-là, alors là, les copains et les copines, ils rient beaucoup. Henriette, elle veut s'inscrire la fille à son école. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit sur la plage? Un guignol. J'avais une tendance à faire celle qui ne voyait pas que Clélia bégayait, hein, à faire comme si je comprenais, à la reprendre un petit peu, mais enfin, vraiment à la laisser dans son bain, si je puis dire. Hein. Et Claude, lui, alors non, au contraire, il la reprenait. Il lui disait, mais non, c'est pas ça, allez, tu as dit ça, mais il faut que tu dises ça. Et le docteur Lehuche nous a dit que c'était, alors là, à proscrire complètement. L'indifférence, parce qu'elle se rendait bien compte qu'elle parlait pas bien, puisqu'elle n'arrivait pas à s'exprimer, et elle devait penser que moi, je ne le remarquais pas, donc j'étais pas attentive à sa souffrance. Et Claude, le reproche, ça l'enfermait encore plus. Donc à partir de ce moment-là, quand elle ne pouvait pas parler, on lui proposait les mots ou les fins de phrases qu'elle n'arrivait pas à dire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de savoir s'il accroche sur un mot, quel mot il va dire. Non, enfin, sur une idée, mais des fois, c'est... En général, quand il bégaye, c'est sur le premier mot, quoi. Donc, ou la première syllabe, donc on ne sait pas du tout où ils vont en venir. Alors comment faire à ce moment-là? Ça vous pose un problème, là? Oui, des fois, ça pose... Alors oui, la façon de résoudre le problème, c'est de lui dire que vous ne savez pas ce qu'il veut dire. Parce qu'au départ, comme tout le monde a dit, bah oui, il faudrait que l'enfant fasse des efforts pour arriver à faire des phrases, vous voyez, puis on a compris que non, c'est pas du tout comme ça qu'on sort du bégaiement. J'allais dire, quand on fait comme ça, on fixe le bégaiement. Le problème, c'est priorité à la qualité de la communication, sur la qualité de la parole. Enfin, c'est difficile à vivre, c'est peut-être dur pour lui, mais pour nous, quand... Vous savez, c'est vrai que c'était difficile à vivre. C'est difficile, des deux côtés. Petit salopard, ton bégaiement, mais il nous emmerde avec son bégaiement là, hein? Voilà, ça te fait souffrir. Bon, d'accord, mettons, mais les autres aussi, ils souffrent. Voilà, moins que toi, c'est vrai, hein, mais enfin. On se plaint toujours, on se plaint tout le temps.
femme et pas d'enfant. Un jour j'ai quitté ma maman pour prendre un petit appartement du côté de chez Macha Machine que je trouvais plutôt marrant dans le 16e arrondissement. Dans le 16e arrondissement. Imaginons une personne qui depuis 30 ans prend la même route. Depuis 30 ans, elle sait que chaque virage, c'est ça, c'est ça. Enfin, elle sait tout. Même si on construisait une autre route plus rapide, moins dangereuse, elle ne la prendra pas. Il faudra qu'on lui prouve qu'elle est plus courte. Ce qui voudrait dire que le bégaiement, c'est beaucoup plus qu'une difficulté d'élocution. S'il y a cette difficulté, elle est elle-même le témoin ou l'expression de quelque chose de beaucoup plus profond. Moi, je pense que ça touche à des liens qui sont attachés à l'inconscient. Je dis, si on a une réflexion simplement sur des liens, je pense que si on a une réflexion simplement sur des liens qui sont rationnels, on se loupe parce que c'est un ancrage ailleurs. Peut-être que dans notre mentalité de bègue, on a l'expérience d'être soi-même quand on bégaye. Et on s'imagine qu'on ne peut pas vivre sans ce bégaiement. Je pense à une stagiaire qui nous racontait, alors là c'était par séance d'hypnose, qu'on lui avait, je pense, suggéré en sommeil hypnotique de ne plus bégayer. Elle nous racontait, quand je me suis retrouvé dehors sans mon bégaiement, je me suis retrouvé toute nue, il me manquait quelque chose. Mais si j'ai eu besoin du bégaiement pour survivre peut-être à tel problème, ben, c'est aisé à comprendre que je ne vais pas le quitter comme cela. Mais c'est ce que je disais. Le fait d'être en groupe et d'être coupé du milieu familial habituel nous paraît nécessaire. Il s'agit de quitter vraiment une ancienne manière de parler pour en mettre en place une nouvelle. Et s'il n'y a pas cette coupure par le groupe, le stage résidentiel, qui s'approfondit aussi à travers la période de silence. Et le silence, c'est vrai, on ne fait pas que des exercices, ça paraît paradoxal que pour apprendre à parler, on commence par se taire. C'est aussi un temps qu'on se donne pour que ce silence ne soit plus seulement le silence imposé par le bégaiement, mais le silence de l'intérieur qui me remet en communication différemment avec l'autre. Ça veut dire que dès maintenant, nous vous demandons, nous vous proposons de ne plus dire un seul mot jusqu'à la reprise de parole. Ce que je peux ajouter, c'est que c'est l'état dans lequel vous allez vivre là pendant quelques heures vous renvoie peut-être à l'état d'enfant, de tout petit enfant, qui n'avait pas encore les mots pour appeler. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de moutons. Le lendemain, on pouvait l'admirer filant comme le vent sur son râteau aval. Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à déjeuner.
le menu était copié. On peut prendre n'importe quel mot et puis s'en servir d'une façon tout à fait inhabituelle. Il y a une espèce de recherche, d'ailleurs de tâtonnement, mais qui fait partie du jeu. Et rien que dans ce tâtonnement auquel moi je participe, il y a, je pense, parce que moi je le ressens aussi, un sentiment de plaisir. Tu as vu donc comment ça fonctionne un petit peu. Donc toi, je vais te demander de chercher un mot tordu aussi sur ce principe-là, hein, comme le troupeau de boutons. Là, tu as deux exemples qui ont été réalisés par des enfants hier. Donc, une poêle d'araignée, à la place d'une toile d'araignée, bien sûr. Et là, donc une boîte à lettres, à la place d'une boîte à lettres. Un seul pleureur? Un saule pleureur? Ah oui, alors attends, un saule, d'accord. Un saule pleureur et un saule pleureur. Un saule pleureur. Pas mal. J'aimerais bien que tu me dises, c'est l'histoire de ce sot pleureur. Ce qui le rend éventuellement sot à sauter, et ce qui le rend pleureur. Alors tu inventes. Hein. Alors, c'est l'histoire du sot pleureur. Va pas trop vite. Non, du seul pleureur. Le sot, point. Le sot était si triste. Alors, les autres sols pleureurs lui offrirent une boîte de mouchoirs. Est-ce qu'il a trouvé un moyen pour vivre plus facilement? Parce que les mouchoirs, c'était... J'en sais rien. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il a trouvé quelque chose pour se rendre la vie plus facile? Disons que il était gentil, il était aimable, et puis c'était un arbre, comme les autres, mais sauf qu'il avait une petite anomalie, et puis il se sentait différent. Yes. Et ça le rendait triste et c'était difficile. Plutôt. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose, cette petite anomalie? Bien sûr. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi. Dès le moment où elle était simplement dans la réflexion et dans la recherche de ce qui allait lui venir à l'esprit sans contrainte et de façon tout à fait libre, il n'y avait pratiquement plus de bégaiement. Il avait complètement disparu. Parce qu'elle était ailleurs, elle n'était pas dans une autosurveillance. Quand j'ai une chose à dire, j'en oublie au moins une énorme part au passage. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a tellement de mots qui me font buter, enfin pas buter, mais accrocher, eh bien je les laisse de côté pour prendre les mots qui glissent et puis peut-être des mots qui butent un petit peu et puis... Mais je pense que j'en oublie une grosse part quand même. J'en oublie une grosse part parce que ce oubli, il est moche. La personne qui bégaye, c'est quelqu'un qui, parce qu'elle fait trop attention à sa façon de parler, perd contact avec la personne avec qui elle parle, hein, et perd contact aussi avec ce dont elle veut parler. Parce qu'elle est complètement focalisée par comment je parle. Quand on ne connaît pas et qu'on m'entend et donc on se pose des questions, et ben, je pense que là, il se moque, mais c'est pas très méchant, quoi. Oh, c'est méchant, je l'ai raté. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont courir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Bon, alors,
arrêtons-nous là de toute petite minute sur le plan technique. Là, dans cette lecture-là, je vous ai senti obligée d'avancer. J'avais envie de vous dire, mais Pierre, vous connaissez, vous savez comment il faut faire. Vous savez comment vous rendre plus, de vous donner plus de fluence. Qu'est-ce qui vous pousse à avancer absolument? Dans la discussion, je me donne le droit de m'arrêter, de souffler, de rire et ainsi de suite. Mais dans la lecture, je me laisse pas le droit. Oui. Et je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi. Si, il y a un problème, si j'ai l'impression que quand je lis, il faut que j'arrive jusqu'au bout du texte et puis c'est tout, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque part quelque chose de réactivé par rapport à vos expériences scolaires? Moi, je pense que c'est pas... Oui, non, je pense qu'il y a effectivement de l'ordre de l'examen, du machin, avec le professeur, et puis il faut réciter, voilà, il faut lire jusqu'au bout, puis il faut lire aussi bien que l'autre copain, que l'autre copine, et puis c'est tout, quoi, voilà. Est-ce que vous, quand vous avez quelqu'un qui bégaye en face de vous, vous avez l'impression que vous allez vous adresser à lui exactement comme quelqu'un de normal? Même si je trouve ça surprenant, même si ça me fait un peu sourire dans l'idée, parce que c'est quand même quelque chose, même ça m'arrive de sourire de moi-même quand je me regarde, j'ai envie de rigoler à des moments presque. Oui, ce qui vous êtes vraiment bien désensibilisé, hein. Ça fait envie. Non, mais c'est bon, mais non, moi, attends, il y a 10 ans avant, c'était pas la même situation. Mais là maintenant, je me dis, bon bah en fait, c'est quand même, il y a une partie de moi qui rit de moi, enfin qui rit de moi, qui a un peu de recul, quoi, je pense. Mais c'est bien parce que même moi, je n'en suis pas encore là, je crois. Très souvent, les bègues veulent effectivement, enfin, je suis passé par là aussi, puis ça m'arrive encore de temps en temps, on veut cacher un peu ça, on veut essayer de le dissimuler. Et ben, on ne peut pas le dissimuler, puisque de toute façon, c'est là et que ça s'entend. Donc, autant le dire, et puis en général, à ce moment-là, quand on a dit qu'on est bègue, et ben en général, ça va mieux, et après, on parle d'une manière beaucoup plus fluide. On peut dire plus on essaie d'enfouir le bégaiement et plus il fait des dégâts à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. C'est-à-dire que, personnellement, moi, je condamnerais tous les trucs à ne pas bégayer, entre guillemets, voilà, qui me permettent de passer une parole, bien que son mécanisme soit complètement erroné. Peut-être qu'il vaut mieux bégayer tranquillement et puis dire ce qu'on a à dire. Et c'est à ça qu'il faut aboutir. Je ne crois pas qu'on puisse lâcher, je veux dire, quelqu'un tant qu'on n'a pas véritablement cette impression que tant pis, ça va me faire bégayer, mais il faut que je le dise parce que c'est ce que je pense. Cela fait du bien de reprendre la parole. Je suis très heureux d'être ici. Vous êtes tous très sympathiques. Au suivant. Demain matin dans le champ de la Jeanne, les faits au point tout se réglera. Ha ha ha, tout est dit. Moi je me plains jamais, jamais je me plains, jamais je me plains.
pas bègue, mais pourtant je perds quand même de mes facultés si je suis devant je sais pas combien de... Que tu sois bègue ou pas, tu sois bègue ou pas, tu perds tes... Parfois nous sommes si inhibés, si paralysés que nous ne pouvons pas passer tout. Mais nous non plus. Nous non plus, on n'arrive pas à tout. On n'est pas si différents des autres non plus. Mais non, je suis pas bourré. À la sortie de mon stage, il me semble que j'ai continué de parler comme je le faisais pendant le stage. Et puis petit à petit, j'ai eu moins besoin d'y être attentif, puisque c'est devenu ma manière de parler. Et je disais donc oui, que c'est, pour moi, il me semble que c'est grâce au parler méthodique que j'ai pu retrouver une certaine spontanéité, pouvoir intervenir dans une conversation, glisser un mot qui fait rire ou je sais pas quoi, au bon moment, parce que je savais que je pouvais le faire. Je dirais pendant 12 mois, 15 mois, j'ai parlé normalement. Puis après, j'ai eu une petite peur, bon, c'est un exemple, je conduisais le car et puis il y avait de la neige et j'ai eu peur et tout, et j'ai téléphoné à mon employeur et j'ai eu peur, j'ai pas fouillé et puis voilà, c'est reparti. Ah, ça t'a déstabilisé. Ça m'a déstabilisé, exactement. Et je pense que c'est là qu'il faut utiliser le parler méthodique, se renforcer, se dire j'ai des ressources, j'ai une solution pour chaque problème. C'est ainsi que je conçois le parler méthodique. Exactement, ouais. Et ça te permet, s'il en était besoin, de te rendre compte que tu vaux autant que l'autre à qui tu parles. Oui. Et ça, c'est très important. Je vous ai donné mes conditions, mais vous ne pouvez pas avoir et une remise et une super reprise de votre voiture. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment être naïf pour acheter au prix catalogue aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? On ne vous a pas parlé de prix catalogue, on vous a parlé que on vous aide 600 francs sur une série clean. Non, quand je dis une remise, c'est par rapport au prix catalogue. On vous la vendra 69 000 francs avec la reprise de votre voiture, peinture métal, et on remontera votre radio avec le haut-parleur. Aujourd'hui, j'ose. Par exemple, aujourd'hui, quand on me raccroche au fil, parce que j'ai bégayé, on croit avoir affaire à un plaisantin, je recompose le numéro et je redemande ce que je veux demander, ce que je ne faisais pas avant. Guérir du bégaiement, ce n'est pas seulement ne plus bégayer. Cela passe par le fait d'accepter de changer, de s'affirmer. La personne bègue peut s'estimer guérie lorsqu'elle sort de son isolement, qu'elle peut vivre une relation d'échange et qu'elle accède enfin au plaisir de la parole. Je vais vous présenter Guillaume, dont je vous ai souvent parlé. Guillaume, je voudrais vous présenter... Je voudrais vous présenter donc Pierre et Daniel. Voilà Guillaume. Enchanté. Qui sont des anciens, des nouveaux? Des participants actuels, enfin terminés pratiquement, de groupe de cette année. Presque fini. Un an d'épreuve. De dur labeur. De dur labeur. Un an ou 2 ans? 2 ans, ça fait 2 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Dur labeur, non, en fait, c'est quand même un travail enrichissant. Ça marche, le but du jeu c'est d'en sortir. Donc au bout de 2 ans c'est bon. Est-ce que vous avez eu un travail de groupe à faire, vous Guillaume? Oui. Oui. Vous avez pu remarquer les comportements des uns et des autres, ça vous avait rendu assez... Humble. Humble. Et d'un autre côté ça rassure parce que on voit ceux qui parlent mieux et on voit ceux qui parlent plus mal. On dit bon ça va, je suis dans la moyenne et au fur et à mesure que ça évolue, on voit qu'on arrive à progresser, finalement on progresse moins vite que d'autres, on en rattrape d'autres, on prend du retard par rapport à certains, jusqu'au jour où on fait la petite réunion, quand il commence à faire beau, là on se dit ça y est. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les conseillers, je me présente dans l'intérêt de Madame Martin qui a été victime d'un très grave accident de la route en 1996, le 27 novembre. C'était en fin d'après-midi, Madame Martin circulait sur sa file de circulation normalement
Et venant en face d'elle, monsieur Robin, qui doublait un camion sans aucune visibilité, a donc percuté la voiture de ma cliente. Avant, je mettais un mot pour un autre systématiquement, je me taisais alors que j'avais envie de parler. Au contraire, j'essayais de me mettre en avant et de faire passer, le message. Maintenant, je n'ai plus ces contraintes. Maintenant, je peux dire ce que je veux, quand je le veux, à qui je veux, de la manière dont je le veux. C'est donc la grande différence, je peux enfin être moi-même. Il n'existe pas de thérapie miracle. Un stage intensif de quelques jours n'élimine pas le symptôme. Et oui, hélas, oui, c'est un fragment Voilà. Le parler méthodique reste parfois difficile à intégrer. Là, il y a eu un progrès énorme. Il y a encore 2 ans, c'était hyper dur. Là, je peux aller gagner des phrases, quoi. J'accroche, quoi, encore. C'est sûr que si j'utilisais correctement le parler méthodique, ça passerait bien. Mais après, ça devient très difficile parce que ça, c'est un autre problème. C'est plus un problème mécanique. Là, c'est plus un intime. Un morceau de tibia. Après le stage, le travail est encore long. Et même si le symptôme vient à disparaître, il se peut que l'on demeure encore un peu bègue dans sa tête. Je pense et je resterai bègue. C'est une évidence. J'ai toujours ça qui est soit à mon esprit, soit un petit peu en arrière, mais c'est toujours de manière confuse, présente. Je sais que ça peut revenir. C'est une fragilité, elle est là, les gens savent qu'ils peuvent devenir plus vulnérables encore à certaines périodes de leur vie, de deuil, de rupture, de chômage, de je ne sais pas, et que c'est leur façon à eux. Moi, j'explique ça aux parents souvent. Je leur dis, vous savez, bon voilà, il s'est arrêté de bégayer, elle s'est arrêtée de bégayer, tant mieux, c'est très bien, mais la partie n'est pas gagnée. Dites-vous que c'est un clignotant rouge. C'est leur clignotant rouge. Je pense qu'il y a encore une espèce de protection qui joue. C'est-à-dire que, bon, bah, les autres, c'est vrai que de temps en temps, ça peut jouer chez les autres en disant, ah bon, il est bègue, bon, on va pas trop lui demander, on va pas être trop méchant, bon. Donc, en disons qu'en fait, l'objectif est que je bégaye de moins en moins, et donc que ma personnalité soit plus affirmée encore, hein, et que je me positionne de plus en plus ouvertement par rapport aux autres, par rapport aux événements, par rapport à ma vie, quoi. Et c'est sûr que le bégaiement joue encore un petit rôle de transition, quoi. Ça m'aide encore à passer les caps difficiles que j'ai à franchir. Alors vous allez vous choisir votre bégaiement personnifié par quelqu'un et puis ensuite eh ben, vous essayerez de le pousser du plus que vous pouvez. On y va. J'ai goûté à l'aventure des mots qui volent. Mettez-vous d'accord déjà. Insoutenable plaisir du jeune torrent, frottant sa peau au rocher crépitant. Valse sa chair d'étincelles en farandole, translucide. Il est mort. N'a-t-il pas fallu qu'un fagot incandescent ne visite par hasard un de ses embruns, laissant le mot à la fantaisie d'Arlequin? Joli mariage de deux trans de deux parents lucides. Mais quand le diable l'emporte au creux d'un souffle, condamne le ruisseau à mort pas oublié, ou l'alourdir en le gavant de cailloutis, la mauvaise affaire qui s'accroche à ton cou. Alors souffle, souffle au diable le dieu des cailloux. Souffle, souffle au diable le dieu des cailloux. Souffle, souffle au diable le dieu des cailloux.
Souffle, souffle au diable, le dieu des cailloux. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sciences 3. La semaine prochaine, vous retrouvez le magazine médical Comment ça va? Bonsoir. Mufle, mais je ne peux rien faire pour la pendule. Il ne faut absolument pas faire une analyse si on n'en a pas vraiment envie. Il faut prendre conscience d'abord, c'est ça, que les problèmes qu'on a viennent de vous-même. Et à ce moment-là, c'est comme ça que ça marchera. Il ne faut jamais y aller de force parce qu'on vous persuade. Monsieur Plomb? Il faut prendre son temps, d'une part, et ne pas être obnubilé par l'analyse. Il y a des cas assez nombreux de gens qui peuvent régler un certain nombre de problèmes en allant parler à quelqu'un qui est effectivement analyste. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire une analyse qui va durer 20 ans. Oui. Est-ce que ça n'est pas un plus pour des personnes qui sont déjà suffisamment fortes pour identifier qu'elles ne se portent pas bien? Écoutez, à en juger par l'échantillon des gens qui viennent consulter des analystes à l'heure actuelle, ce ne sont pas des gens qui ont une personnalité forte, ce sont des gens qui ont du mal à s'en sortir. Monsieur Green? Non, je ne pense pas du tout qu'il y ait surconsommation et je voudrais bien différencier les choses. La psychanalyse proprement dite est une thérapeutique spécifique qui s'adresse à un petit nombre de gens. Il y a des indications d'analyse et donc ça concerne une toute petite partie des gens qui ont besoin de soins psy. Mais à côté de ça, des psychanalystes peuvent venir en aide à des gens dans des domaines qui constituent une extension considérable du champ de la psychanalyse. On en a vu des exemples. Et je continue pour ma part à penser que, par exemple, un psychiatre analysé fait du meilleur travail qu'un psychiatre non analysé, et que là, donc, je voudrais dire encore une chose, c'est parce que c'est vraiment, vous nous demandez de dire les choses importantes, je crois qu'on n'a pas... forcément toutes, hein, parce que... Non, mais je comprends très bien, je comprends très bien. On n'a pas assez réfléchi sur ce que c'est que la verbalisation. Le fait de verbaliser les choses, de les faire... mais en toute sécurité, ce qui va se passer dans la vie réelle, à savoir des discussions, à savoir avoir à s'opposer à quelqu'un qui n'est pas de votre avis, à savoir prendre position avec quelqu'un et contre quelqu'un d'autre. Et c'est ça, l'enjeu de ce groupe, c'est que les gens puissent dire, au fond, dans ce groupe-là, je me suis comportée comme j'avais envie d'être. Julien, tiens, tu les donnes? Vas-y, hop. Tiens, tu peux les ramasser? L'autre aussi, s'il te plaît. Voilà, super. Voilà. Bon, ben, on a une grosse récolte, hein. Je pensais que je trouverais peut-être un jour une méthode miracle, comme ça, du jour au lendemain, tac, que ça irait, que je pourrais... En fait, je rêvais d'une situation où je pourrais un jour intervenir devant une assemblée de personnes, de 2000 personnes, et puis que je pourrais faire un amphi. Et ça m'arrivait de faire, par exemple, des émissions de radio. Chez moi, dans ma chambre, je prenais un micro, et puis j'imitais comme ça une émission de radio. Alors, ce que l'on dit maintenant, avec les connaissances que l'on a du bégaiement, c'est qu'il faut prendre les enfants plus tôt, avant 5 ans, pour qu'on ait toutes les chances de guérison, quoi. Ça, c'est clair que moi, j'ai débuté à l'âge de 8-10 ans. Donc déjà, c'était beaucoup trop tard. On peut dire que la guérison est irréversible seulement quand l'enfant a franchi les 6 ans, 7 ans. Voilà. Alors si, bon, il a commencé un bégaiement à 2 ans et demi, c'est assez fréquent, et puis il a bégayé là jusqu'à 4 ans. Et puis tiens, à 4 ans, on institue un traitement adéquat, ça disparaît dans les 6 mois, voilà, il a 4 ans et demi. Hein. Et puis bon, si à 6 ans, ça n'est pas réapparu, on peut dire ça ne réapparaîtra pas. Voilà. Juste ça, en te regardant bien dès le début. Regarde-toi. Quel? Est-ce que tu crois que tu as mis vraiment le haie d'avance? Non. Non. Comment c'est un haie sur ta bouche? Un peu plus fermé peut-être. Puis après tu me dis juste le premier mot. Quel? Puis après tu lui redis la même chose, tu vas plus loin.
Qu'elle était jolie. Essaye encore une fois. Qu'elle était jolie. Ah, tu vois, tu as éprouvé le besoin de faire un grand machin. Ça veut dire que c'est comme si tu croyais pas que ça soit possible de dire ça. Tu vois? Qu'elle était... Regarde, je te le montre 3 ou 4 fois, regarde bien. Qu'elle était jolie. Regarde bien encore sur moi. Qu'elle était jolie. Quand un enfant commence à bégayer, eh bien, il a une chance sur 4 de rester bègue si on fait rien. Mais les 3 autres ne seront pas bègues. Voilà, leur bégaiement va disparaître complètement, sans laisser de traces. Le problème, c'est qu'on ne peut pas du tout savoir qui va rester bègue et qui ne va pas rester bègue. Il y en a 3. Faute de connaître précisément l'origine du bégaiement, il est primordial de recenser les multiples facteurs qui favorisent et déclenchent l'apparition du symptôme. Je vais te donner les morceaux et tu vas essayer de le faire avec beaucoup de bleu clair. Tu veux bien? Tu fais vraiment comme si je te parlais pas, hein? Regarde-moi. Coucou Marielle. Est-ce que tes oreilles marchent bien? Est-ce que tu m'entends bien? Ah oui. Et t'as pas envie de me parler? Non, c'est ça. Ça, c'est très net. À la maison, c'est ça. À la maison, elle fait ça aussi? Ah oui. À quel moment alors? Et aussi, alors je lui parle par exemple, et puis quand elle n'aura pas envie de me répondre, elle va utiliser des mots. Parce qu'elle n'a pas envie de vous parler de ce dont vous parlez. Voilà. Dans le comportement, c'est en particulier quelque chose qui moi, me frappe quotidiennement, c'est cette difficulté à être dans la communication. Alors la communication, c'est aussi le regard. Donc c'est le fait d'accepter de regarder l'autre, le fait d'accepter aussi éventuellement de voir ce qu'il pense de ce qu'on est en train de dire. Hein. Ce sont des traits de caractère qu'on retrouve déjà chez les enfants. Alors aujourd'hui vous êtes venu et moi j'ai besoin de savoir un petit peu comment ça va depuis un mois. Comment tu te sens toi depuis un mois? T'as tes petits yeux qui clignotent encore un peu? Ouais. Tu t'en rends compte quand ça clignote ou tu t'en rends pas compte? Je m'en rends compte. Tu t'en rends compte? Et est-ce que quand tu dois parler avec des amis que tu connais pas trop, est-ce que tu hésites un petit peu à parler ou est-ce que tu parles quand même? Je parle quand même. Tu parles quand même, c'est bien alors, hein? Et est-ce que quand tu parles avec des grandes personnes que tu connais pas trop, ça t'embête un petit peu? Non? Ah bah dis donc, c'est que ça va drôlement bien alors. Vous avez l'impression que la maîtresse a noté cette évolution au point de vue du comportement, au point de vue justement le fait qu'elle soit plus détendue, plus à l'aise? Oui, elle vous en a parlé? Oui. D'ailleurs, son bégaiement, c'était plus à la maison qu'à l'école. Hein. Parfois c'est plus à la maison qu'à l'école aussi parce que parfois les enfants s'expriment peu à l'école. Oui aussi, oui. Hein, ils ne font que répondre à des questions par oui, par non. Et c'est à la maison qu'ils parlent, qu'ils s'expriment, qu'ils racontent des choses. Sûr. Ils parlent de ce qui les concerne. Donc c'est vrai que parfois à l'école, moi on me dit ça, souvent ils ne bégayent pas à l'école, mais la question c'est est-ce qu'ils parlent à l'école? Parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, donc ils ne bégayent pas à l'école. Voilà. S'il y a bégaiement, c'est que c'est un signal que l'enfant envoie pour dire qu'il y a quelque chose pour lui qui n'est pas facile et puis qu'il faut l'aider à comprendre. Parfois, on arrive à trouver un petit peu ce qu'il dit quand le bégaiement apparaît de façon réactionnelle après un deuil. Par exemple, c'est quelque chose de fréquent. On ne parle pas de la mort aux enfants. Donc l'enfant, dans son inquiétude, il a réussi à l'exprimer comme ça. Bon, parfois, c'est aussi dans des circonstances un petit peu différentes, tel un déménagement, la naissance d'un frère ou d'une sœur, avec toute l'inquiétude que l'enfant peut avoir, de s'imaginer quelle va être sa place à ce moment-là dans la fratrie. Est-ce que tu veux de l'aide maintenant? Non, Charlène, elle veut jamais d'aide. Souvent, je te propose, hein, mais tu veux pas. Tu veux te débrouiller toute seule. À mon avis, si on se projette un petit peu dans le temps, ce qui va être important à surveiller maintenant, c'est son entrée en CP.
Que la maîtresse sache aussi ne pas renforcer son côté un peu perfectionniste et anxieux de réussir, quoi. Tellement soucieuse de bien y arriver qu'elle soit pas non plus, qu'elle ne mette pas la barre trop haut et qu'elle soit pas trop exigeante. Donc c'est vrai que ça va être important d'être vigilant pour cette rentrée en CP. Et puis après, je crois que ça y est, on est... D'accord. Les parents viennent un petit peu dans l'idée de aider notre enfant à contrôler sa parole, à maîtriser sa parole. Et l'idée fondamentale, c'est leur dire que justement, il faut absolument qu'ils ouvrent, enfin, là en disant ça, ils sont complètement dans le faux, que justement, il ne faut pas contrôler sa parole et maîtriser sa parole. Il n'est pas question de dire à l'enfant, écoute, hier tu parlais très bien, alors fais un petit effort, s'il te plaît. Si vous faites ça, vous l'orientez vers le bégaiement. Ou se moquer de lui. Lui demander ou faire appel à sa volonté, c'est tout à fait nocif. Il faut dire que le bégaiement vient de la volonté qu'on a de ne plus bégayer. Alors, Henriette, elle fait voler les feuilles. Elle fait voler les feuilles. Elle fait voler les feuilles. Elle va au bureau de la maîtresse et elle fait voler toutes les feuilles. Pendant ce temps-là, alors là, les copains et les copines, ils rient beaucoup. Henriette, elle veut s'inscrire, la fille, à son école. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit sur la plage? Un guignol. J'avais une tendance à faire celle qui ne voyait pas que Clélia bégayait, hein, à faire comme si je comprenais, à la reprendre un petit peu, mais enfin, vraiment à la laisser dans son bain, si je puis dire. Hein. Et Claude, lui, alors non, au contraire, il la reprenait. Il lui disait, mais non, c'est pas ça, allez, tu as dit ça, mais il faut que tu dises ça. Et le docteur Lehuche nous a dit que c'était, alors là, à proscrire complètement. L'indifférence, parce qu'elle se rendait bien compte qu'elle parlait pas bien, puisqu'elle n'arrivait pas à s'exprimer, et elle devait penser que moi, je ne le remarquais pas, donc j'étais pas attentive à sa souffrance. Et Claude, le reproche, ça l'enfermait encore plus. Donc à partir de ce moment-là, quand elle ne pouvait pas parler, on lui proposait les mots ou les fins de phrases qu'elle n'arrivait pas à dire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de savoir s'il accroche sur un mot, quel mot il va dire. Non, mais enfin, sur une idée, mais des fois, c'est... En général, quand il bégaye, c'est sur le premier mot, quoi. Donc, ou la première syllabe, donc on ne sait pas du tout où ils vont en venir. Alors, comment faire à ce moment-là? Ça vous pose un problème, là? Oui, des fois, ça pose... Alors oui, la façon de résoudre le problème, c'est de lui dire que vous ne savez pas ce qu'il veut dire. Parce qu'au départ, comme tout le monde a dit, bah oui, il faudrait que l'enfant fasse des efforts pour arriver à faire des phrases, vous voyez. Puis bon, on a compris que non, c'est pas du tout comme ça qu'on sort du bégaiement. J'allais dire, quand on fait comme ça, on fixe le bégaiement. Le problème, c'est priorité à la qualité de la communication, sur la qualité de la parole. Enfin, c'est difficile à vivre, c'est dur pour lui, mais pour nous, quand... Vous savez, c'est vrai que c'était difficile à vivre. C'est difficile, hein. Des deux côtés. Hein. Petit salopard, ton bégaiement, mais il nous emmerde avec son bégaiement là, hein. Voilà, ça te fait souffrir. Bon, d'accord, mettons, mais les autres aussi, ils souffrent. Voilà, moins que toi, c'est vrai, hein, mais enfin... On se plaint toujours, on se plaint tout le temps. Moi, j'ai pas de femme et pas d'enfant. Un jour j'ai quitté ma maman pour prendre un petit appartement du côté de chez Macha Machine que je trouvais plutôt marrant dans le 16e arrondissement. Dans le 16e arrondissement. Imaginons une personne qui depuis 30 ans prend la même route. Depuis 30 ans, elle sait que chaque virage, c'est ça, c'est ça. Enfin, elle sait tout. Même si on construisait une autre route plus rapide, moins dangereuse, elle ne la prendra pas. Il faudra qu'on lui prouve qu'elle est plus courte. Ce qui voudrait dire que le bégaiement, c'est beaucoup plus qu'une difficulté d'élocution. S'il y a cette difficulté, elle est elle-même le témoin ou l'expression de quelque chose de beaucoup plus profond. Moi, je pense que ça touche à des liens qui sont attachés à l'inconscient. Je dis, si on a une réflexion simplement sur des liens
sur des liens. Je pense que si on a une réflexion simplement sur des liens qui sont rationnels, on se loupe parce que c'est un ancrage ailleurs. Peut-être que dans notre mentalité de bègue, on a l'expérience d'être soi-même quand on bégaye. Et on s'imagine qu'on ne peut pas vivre sans ce bégaiement. Je pense à une stagiaire qui nous racontait, alors là c'était par séance d'hypnose, qu'on lui avait, je pense, suggéré en sommeil hypnotique de ne plus bégayer. Elle nous racontait, quand je me suis retrouvé dehors sans mon bégaiement, je me suis retrouvé toute nue, il me manquait quelque chose. Mais si j'ai eu besoin du bégaiement pour survivre peut-être à tel problème, ben, c'est aisé à comprendre que je ne vais pas le quitter comme cela. Mais c'est ce que je disais au départ. Le fait d'être en groupe et d'être coupé du milieu familial habituel nous paraît nécessaire. Il s'agit de quitter vraiment une ancienne manière de parler pour en mettre en place une nouvelle. Et s'il n'y a pas cette coupure par le groupe, le stage résidentiel, qui s'approfondit aussi à travers la période de silence. Hein, le silence, c'est vrai, on ne fait pas que des exercices, ça paraît paradoxal que pour apprendre à parler, on commence par se taire. C'est aussi un temps qu'on se donne pour que ce silence ne soit plus seulement le silence imposé par le bégaiement, mais le silence de l'intérieur qui me remet en communication différemment avec l'autre. Ça veut dire que dès maintenant, nous vous demandons, nous vous proposons de ne plus dire un seul mot jusqu'à la reprise de parole. Ce que je peux ajouter, c'est que c'est l'état dans lequel vous allez vivre là pendant quelques heures vous renvoie peut-être à l'état d'enfant, de tout petit enfant, qui n'avait pas encore les mots pour appeler. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de boutons. Le lendemain, on pouvait l'admirer filant comme le vent sur son râteau à voile. Et quand le